seul. Faire partie de la conversation. Racisme systémique. Fatigue. Allié. Colibri, Centre des femmes présente des mots sur des mots. Bonjour, je m'appelle Nathalie Nadon, je suis comédienne, chanteuse, productrice, idéatrice et je suis maman. Je suis très heureuse de vous savoir au rendez-vous de cette série balado des mots sur des mots qui me tient vraiment à cœur. Je suis allée à la rencontre de femmes inspirantes et lumineuses. Chacune de ces femmes a un passé personnel en lien avec la violence sous toutes ses formes. Et elles ont choisi, à leur façon, de nous partager leur expérience. J'ai voulu comprendre quel impact l'art a eu sur leur cheminement. Quelle forme d'art s'est invitée dans leur vécu et comment l'art leur a permis de s'épanouir. Pour m'aider à réfléchir sur ce questionnement, j'ai fait appel à deux précieuses collaboratrices. Les animatrices Faiza Abdelawi et Mathilde Ouchignon. Mathilde, t'as rencontré Bernadette Clément. Bernadette Clément qui est sénatrice, qui a été la première femme noire francophone à être élue mairesse en Ontario, à Cornwall. Parle-moi de cette rencontre. Ah, quelle rencontre. Bernadette, c'est un parcours incroyable, c'est beaucoup de générosité aussi et un parcours extrêmement inspirant. Et dans cette rencontre, on a parlé de violence, mais d'une forme de violence qui ne dit pas toujours son nom. D'une violence ordinaire aussi, parfois invisible, parfois sournoise, mais dans les effets, elle est quand même éreintante, elle est fatigante et elle laisse ses traces. Une violence invisible qu'on va vivre seul en fait, et souvent au public d'ailleurs, avec des mots, des gestes, parfois aussi de la négligence en fait, des choses qui ne sont pas faites, et d'aller mettre des mots sur cette micro-agression, sur cette violence de tous les jours que certaines d'entre nous vont vivre pour un aspect qui serait totalement anecdotique en fait, de qui on est. C'est important et ce témoignage, ce partage généreux, comme tu le dis, vient apporter sa pierre comme chacun des aspects de sa carrière et de son engagement. Et en parlant, c'est là qu'on commence à changer les choses. Alors justement, je vous laisse écouter Bernadette. Si ça te convient, j'aimerais tout d'abord te demander de te présenter pour les auditeurs et de te présenter à ta façon, comme tu as envie. Alors, je m'appelle Bernadette Clément. Je suis née à Montréal, mais je suis maintenant fière franco-ontarienne, par choix, par amour. J'ai grandi à Montréal avec un frère, une sœur que j'aime encore beaucoup, qui sont encore à Montréal. Un papa de Trinidad et Tobago qui a fêté ses 100 ans. C'est son centenaire, je pense, cette année. Il est encore très fier de dire qu'il a 100 ans. Et d'une maman franco-manitobaine qui est décédée en 2021 pendant la pandémie. Quelque chose de très douloureux encore maintenant. J'ai été élevée de façon très chaleureuse. Il y avait beaucoup d'appui, beaucoup d'amour. Mais lorsque je quittais la maison, je me sentais souvent différente des autres. Alors, c'était, et ça continue à être un cheminement pour moi. Toute cette question d'identité compliquée.
Papa est anglophone, un papa anglophone, une maman francophone, grandir à Montréal, faire des études à l'Université d'Ottawa en français, choisir de devenir franco-ontarienne, déménager à Cornwall, où je demeure encore, pour faire carrière d'avocate d'aide juridique. Et je pratique encore, d'ailleurs, à temps partiel, pour devenir politicienne et mairesse de Cornwall et maintenant sénatrice pour la province de l'Ontario. Est-ce que c'est un parcours que tu visais? Quelles étapes de ce parcours-là Pas du tout. tu te projetais? Ouais. Je crois que je savais quand j'étais petite que je voulais aider les gens et je voulais parler. J'aimais beaucoup parler, j'aimais beaucoup la communication, l'échange. Donc, je me voyais soit psychologue, avocate, enseignante. Je me voyais dans ces rôles-là. Papa et maman étaient enseignants. Donc, lorsqu'on a des modèles, on peut s'imaginer dans ces rôles-là. Je ne m'imaginais pas politicienne, sénatrice, du tout. J'avais pas vraiment de modèle. J'ai pas de ces gens-là dans ma famille. Et je ne me voyais pas reflétée dans ces rôles-là. Donc, c'est un cheminement, qui me surprend encore. Oui, d'ailleurs. Le contexte où tu es devenue mairesse, il y a eu aussi la pandémie qui a vraiment beaucoup marqué ce mandat. Et puis, oui. Mairesse, femme, noire, dans un contexte francophone, dans un contexte majoritaire anglophone, à la frontière des États-Unis, de l'Ontario, du Québec, avec une communauté autochtone qui a aussi une grande présence à Cornwall. Oui. C'était quoi, en fait, le sentiment et peut-être les responsabilités qu'on se met quand on accède à ce poste dans un tel contexte? C'est toute une question, ça. Parce que j'ai été élue en 2018 comme mairesse et pendant l'élection, on m'avait conseillé de ne pas vraiment parler du fait que j'allais possiblement être la première femme noire mairesse en Ontario ou femme mairesse à Cornwall. Donc, j'en ai pas parlé. J'ai suivi ses conseils, puis on a fait une campagne très traditionnelle dans le sens qu'on parlait des taxes, des impôts, on parlait du déneigement, du bord de l'eau, du développement économique. Mais à chaque fois que je frappais aux portes, surtout s'il y avait des femmes, des jeunes femmes, des petites filles, elle me regardait, puis elle voulait en parler. Elle voulait en parler. « Ah, tu vas peut-être être la première. Oh! » Donc, j'avais ces conversations-là aux portes. Alors, si j'avais à refaire, je ne sais pas si je ferais ça différemment. Peut-être que oui. Parce que je pense que la fierté que j'ai en tant que femme francophone, femme noire, je veux dire, c'est puissant, ça me motive. Je pense que j'avais toujours peur que si j'en parlais trop, que les gens se sentiraient pas... se sentiraient exclus de mon parcours. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Si on est fier de qui on est, puis si on est transparent dans la fierté, dans l'amour qu'on amène à cause de toutes ces différentes identités, je pense que ça peut aussi réconforter les gens, savoir que on connaît cette personne, on connaît qui elle est, elle nous parle de son vécu, de son personnel, sans que ça soit la seule chose. Quand on est mairesse, il faut qu'on parle des outardes dans le parc, il faut qu'on parle de l'environnement, il faut qu'on parle des relations qu'on doit bâtir avec les Mohawks d'Akwesasne. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses, mais on peut aussi parler de qui on est. Donc, j'ai appris beaucoup pendant cette campagne-là. Et vraiment, c'était la soirée des élections, quand tous les médias étaient là pour dire « Hey, t'es la première! » Puis les gens de Cornwall, c'était comme « Ben, on la connaît, elle. » Pour nous, c'est qu'on a élu Bernadette. Et pour
tant d'autres, j'étais la première. Mais pour les petites filles noires, par exemple, c'est super spécial. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Il y a eu le meurtre de George Floyd pendant ce temps-là qui a vraiment renouvelé la conversation de Black Lives Matter. Et puis moi, en tant que mairesse noire, il fallait que je fasse partie de ces conversations-là, tout en continuant à gérer la crise. Il y a eu beaucoup de leçons pour moi personnellement pendant cette période-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, tu as accepté de venir participer à ce balado? Premièrement, c'est en français. Et moi, je dis toujours oui en priorité aux choses où je peux jaser en français. Et puis aussi parce que c'est important pour moi de parler de ce parcours. Au début, j'étais un peu gênée. Hein? C'est pas toujours facile de parler de soi-même publiquement, surtout quand on est en poste. Mais c'est important pour les personnes qui vont peut-être entendre le balado, puis se voir là, et puis s'imaginer dans ces places-là que je suis en train d'écrire. Donc, c'est toujours important pour moi de dire oui aux chances ou aux places où je peux parler de ce parcours et en espérant de voir plus de gens pour que je me sente moins seule dans toutes ces places-là. Bernadette, tu nous as parlé de ton enfance à Montréal, de ton contexte familial, multiculturel. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans, et aussi de ce cocon peut-être à la maison, dans le regard de tes parents. Quand on parle maintenant de l'extérieur, à quel moment, toi, tu prends conscience d'être différente, ou du moins de ne pas ressembler, de ne pas être autant représentée à l'extérieur et dans le paysage qui t'entoure? Ouais. Toute jeune, dans les cours d'école, se faire appeler le mot en haine. Ouais. Et puis ça a continué, ça. Je peux pas dire que c'était tout le temps, là. Mais c'est que même si on se fait dire ça 2 fois, 3 fois, on se souvient de toutes ces fois-là. Et quand j'étais adolescente, ma sœur, je suis très proche de ma sœur et de mon frère, puis je suis l'aînée, donc j'avais un peu un rôle de protectrice. Ma sœur s'est fait appeler Aunt Jemima. Alors, Aunt Jemima, c'est la femme noire qui était sur les bouteilles de sirop. Donc, nous, on savait c'était qui, ça, Aunt Jemima. Puis, ma sœur, c'était insultant. Et puis, moi, je me suis sentie impuissante au niveau de pouvoir protéger ma sœur de ce genre de choses-là. Mais je me souviens des conversations entourant tout ça. Et bon, on continue, on fait nos affaires, on fait nos études. Ça ne nous a pas empêchés, mais quand la compagnie a décidé, après le meurtre de George Floyd, d'enlever ce symbole-là de Aunt Jemima sur les bouteilles, j'ai appelé ma sœur. Et puis, on se parlait comme si c'était hier que c'était arrivé, même si ça faisait des décennies. Et donc, c'est ça la différence. C'est quand on ne le sent pas nécessairement, mais on nous le rappelle. On nous le met devant nous. Alors, ça devient un exercice de toujours être à la recherche de d'autres personnes comme nous, à la recherche d'un sentiment d'appartenance. Ouais, toujours être à la recherche de ce sentiment. Je suis pas ta Aunt Jemima, négresse soumise au sourire jaune, mange des stéréotypes, leave me the fuck alone.
Tu nous as décrit différentes situations, que ce soit dans l'enfance, que ce soit quand on arrive à un endroit et que c'est pas évident, que c'est vous qui êtes la personne justement qu'on attend, que ça choque encore. Est-ce que tu décrirais ça comme des formes de violence, justement? Et puis, est-ce que tu pourrais me parler de toi, la manière dont tu décris tout ça? Ça me surprend toujours combien de temps que ça m'a pris. J'ai 57 ans. Et je trouve que même dans les dernières années, j'apprends beaucoup plus à comprendre l'effet que ces événements-là ont eu sur moi. J'ai grandi avec un papa qui nous disait, oui, vous êtes différents, mais vous êtes forts, on vous aime, vous êtes appuyés. Et quand vous allez sortir de la maison, vous allez être capable de tout faire. Donc, j'avais ça toujours en tête. Et puis mon père, lui, il ne voulait pas s'attarder au négatif. C'est un immigrant. C'est quelqu'un qui a vécu des choses, lui aussi, qui nous en parlait, mais toujours avec le sens que c'est un défi, mais il faut aller de l'avant. Faut pas trop en parler non plus, parce qu'on a du travail à faire. Mais je me rends compte qu'il faut en parler. Ça fait du bien d'en parler et ça fait du bien à d'autres. Moi, j'aurais voulu entendre beaucoup plus d'histoires de gens qui passaient à travers ce que moi, je passais à travers. Ce sentiment d'être seul, c'était pas mal aigu parce que on n'était pas beaucoup et puis on n'était pas nécessairement encouragé à en parler. Mais dans les dernières années, quand j'en parle et je réalise que je me souviens de toutes ces... C'est quoi le mot? Micro-agression? De tous ces moments que je me souviens que je peux encore me remettre dans la situation et me souvenir du sentiment que j'avais. Alors, est-ce que c'est violent? J'imagine que oui. Ouais. Je pensais pas comme ça dans le temps. C'était des choses que je prenais comme... Ça faisait partie de mon parcours et je faisais comme mon père. J'avançais, je faisais mes études. J'essayais vraiment d'être parfaite dans tout ce que je faisais pour justement éviter la critique ou éviter les moments où j'allais me sentir peut-être visée par des commentaires. Ça crée un stress. Ça fait du bien maintenant de pouvoir en parler. Et quand j'ai des conversations avec des jeunes qui ont entendu une entrevue ou qui ont lu quelque chose que j'ai décrit et qui me disent « c'est bon, je me sentais comme ça, puis là, je me vois. » Je réalise que c'est important de le faire. J'hésite encore à utiliser le mot « violence », mais ce que je suis en train de décrire, je pense que ça l'est. Est-ce que le mot même agression, micro-agression, ce sont des mots qui sont peut-être malgré tout plus faciles à dire et à reconnaître aujourd'hui? C'est compliqué. Souvent, les gens me disent « Bernadette, tu as beaucoup de succès dans ta vie. Tu as eu une belle carrière. Tu continues à avoir une belle carrière. Donc, vraiment, ces choses-là ne t'ont pas empêché. » Donc, des fois, j'ai l'impression que c'est pour minimiser un peu l'effet de ces choses-là. Et donc, je suis tellement occupée, Mathilde. Des fois, je suis épuisée d'avoir à répondre, à toujours penser à une réplique à ce genre de commentaires-là, à toujours soulever ces questions quand je suis peut-être en comité, par exemple, la seule personne noire. Alors, des fois, je suis juste fatiguée, puis je veux juste faire le travail que je dois faire sans avoir à enseigner, puis éduquer, puis ouais. Mais je sais qu'il faut le faire parce que je veux pas que d'autres... je veux que les plus jeunes aient moins de ça que moi. J'entends que c'est sans doute fatigant d'être toujours la représentante de la diversité partout où tu passes. Mais je comprends aussi qu'on a besoin de dialogue,
d'arrêter de se camper d'un côté ou de l'autre, de rénover aussi sûrement nos concepts d'inclusion. Mais comment faire, selon toi? Faut revoir, réimaginer comment on fait toutes les choses dans nos systèmes juridiques, nos systèmes municipaux, nos systèmes gouvernementaux, nos systèmes communautaires. À chaque fois que quelqu'un me dit « on a toujours fait ça comme ça », je dis « ah, il y a un problème à quelque part, là. » On n'est pas comme on était il y a 10 ans ou il y a même 5 ans. Donc, systémique, ça veut dire c'est vraiment dans tous nos systèmes, dans la façon qu'on fait les choses. Et c'est ça le systémique. Je vais vous décrire une situation. J'ai gagné une bourse quand j'étais à l'Université d'Ottawa, une bourse d'études. Et il y avait une compétition, donc il fallait donner son nom, faire une entrevue, puis je l'avais gagné la bourse. Puis, un de mes collègues qui n'avait pas gagné la bourse est venu me voir pour me dire « ben tu l'as sûrement gagné à cause qu'on avait besoin de diversité. Et donc, tu remplissais un critère important. » Et moi, le but de conter cette histoire, c'est de vous dire que moi, je l'ai cru, ce collègue-là. J'ai dit, ah, ça doit être ça, ça doit être pour ça que j'ai eu la bourse. Là, j'aurais pas cette réaction-là. Ma réaction serait, hey, pourquoi vous dites ça? Comment osez-vous dire ça? Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire à une personne quand vous dites ce genre de choses-là? Mais quand on a 22, 23, 24 ans, j'avais pas la confiance ni la compréhension de ce que c'était ce genre justement, de microagression. Récemment, je me tourne plus vers les visages. Et je pense aussi c'est parce que je suis en train d'être plus à l'aise avec mon identité et je veux voir des visages comme le mien dans les galeries d'art, justement dans mon bureau. Alors au Sénat, je dois passer dans des couloirs remplis de vraiment très belles pièces d'art. Mais souvent, ce sont des hommes blancs. Et donc, je me vois pas du tout dans ces pièces-là, dans les couloirs, dans les lobbies. Et donc, dans mon bureau au Sénat, et je suis dans le bloc de l'Est, alors sur la colline parlementaire, j'ai été voir la Banque d'art pour justement louer des pièces. Et cette location, ça encourage les artistes vivants canadiens. Et cet exercice-là, ça m'a fait tellement de bien d'aller voir quelqu'un pour dire « J'aimerais des artistes noirs, femmes, franco-ontariens. J'aimerais des visages comme le mien, des visages mohawks dans mon bureau. » Alors, j'ai toute une collection d'art. Dès que je rentre dans mon bureau, il y a plein de couleurs, il y a plein de visages. Il y a de l'abstrait aussi parce que j'aime encore ça. Mais ça me fait du bien. Puis c'est justement c'est comme une réponse à ce que je vis quand je marche dans les couloirs. Mm-hmm. Qu'est-ce que l'art, finalement, dans ces circonstances, c'est une manière de reprendre aussi le pouvoir? Oui. Un certain contrôle, pouvoir. Aussi, je veux dire, pour moi, ça mène à une détente aussi. Tu sais, à la fin de la journée, je suis contente d'être là et d'avoir ces pièces d'art autour de moi. Puis toutes les pièces d'art ont une histoire qui m'interpelle au niveau de mon identité. Ça me fait du bien parce que, justement, mon identité, cette complexité d'identité, c'est un pouvoir aussi. C'est une puissance. Je suis à l'aise avec la complexité. Puis c'est une compétence. Alors, l'art sur les murs de mon bureau, c'est un rappel de cette compétence.
c'est dommage quand on est petit, on est jeune, on sait pas qu'il y a d'autres comme nous qui sont en train de vivre ces difficultés. Et je sais pas si les jeunes maintenant, à cause des médias sociaux, si c'est vraiment un réconfort d'avoir ces gens-là en médias sociaux ou bien si ce sont des espaces qui ne sont pas sécuritaires, justement, pour des jeunes qui se sentent différents. Parce que moi, j'avais pas de recours. Je pouvais pas aller sur Facebook ou pour dire « Hey, j'ai eu cette expérience-là aujourd'hui. J'aurais peut-être voulu avoir plus de communication avec d'autres jeunes, plus de conversation. » Mais j'avais pas les mots pour décrire les sentiments. Et donc, c'est ça, justement. J'avais pas les mots pour expliquer ce sentiment de différence. Et maintenant, quand je regarde ça, je me dis « Ah, c'est ça que je ressentais. » Puis, j'aurais eu besoin de plus de conversation. Mais tu sais, on rentrait à la maison, on parlait des devoirs, on vivait notre vie. Puis, on n'avait pas autant de conversations que j'aurais voulu entourant cette question-là, de se sentir différent, de se sentir un peu seul dans toutes sortes de situations. Au niveau des sujets qui te touchent, que tu as à cœur et que tu as évoqués au fil de la conversation, tant en tant qu'avocate que politicienne, sénatrice, il y en a plusieurs qui sont revenus. C'était cette idée de responsabilité, d'être là et puis d'avoir en fait le pouvoir pour beaucoup qui ne sont pas représentés. Ça aussi, c'est quelque chose, en tant qu'avocate, qui transparaît, le fait de représenter, que ce soit des travailleurs qui doivent se défendre mais qui n'ont pas forcément les moyens. Mm-hmm. En tant que mairesse, ou maintenant aussi, tu mentionnes ta sensibilité à la cause autochtone. Mm-hmm. Est-ce que finalement, le fait d'avoir été peut-être sous-représenté n'est pas une force et n'a pas un énorme impact au niveau de tout ce que tu fais, même pour les autres qui ne te ressemblent pas également? Oui. Alors, c'est ça la réalisation que je suis en train de faire depuis les dernières années. C'est bien de vieillir, finalement. Ça fait du bien. Peut-être pas dans le corps, mais au niveau de l'esprit, des capacités, de la compétence, ça fait du bien. Je trouve que je suis à l'aise vraiment avec toutes ces identités. Et donc, c'est bon, ça. J'amène ça dans toutes les places que j'occupe. Et donc, ça m'inspire. Et l'inspiration, c'est toujours une source de force et de motivation. Donc, oui. Et je suis à l'aise avec la complexité. Quelqu'un me dit « Ah, mais j'ai tel problème, puis est-ce que vous voyez la problématique? » Oui. Est-ce que ça vous dérange? Non. Parce que francophone, anglophone, noir, blanc, allié, je viens d'une petite ville, je déménage, je suis née à Montréal, mais je vis dans une petite ville, là je suis à Ottawa, je suis à l'aise avec toutes sortes de choses qui vont être là à résoudre. Donc, oui, c'est une force. C'est pas un problème. Le problème, c'est quand je sens que je dois me défendre. Et là, c'est là que je viens un peu épuisée. Je veux pas défendre mon identité. Je veux que ça soit célébré tout le temps. Ça ne l'est pas toujours. Ouais. Espérons que ça change. Oui. Est-ce que, au-delà de l'image qu'on attend souvent, que tu projettes, est-ce qu'il y a parfois un sentiment de colère qui est là et est-ce que tu l'exprimes? Oui. Je suis des fois en colère. Et pour moi, la colère, ça mène à des larmes. Et j'ai dû gérer cette colère-là, surtout en tant que politicienne.
et en tant que femme noire. Parce qu'il y a souvent des perceptions des femmes noires comme étant des personnes qui portent justement une rage. Et lorsqu'on est mairesse ou conseillère ou sénatrice, le public n'est pas toujours très content de voir des femmes en poste fâchées. Et donc, c'est une question que je dois gérer. Je suis de plus en plus à l'aise avec les émotions en public. Le fait de pleurer en public lorsqu'on est en poste, on est en fonction, c'est pas la fin du monde. En fait, on est humain et souvent, lorsqu'on est en fonction, pendant une pandémie, par exemple, ou même pendant une réunion où on est en train de discuter d'un sujet particulièrement difficile, c'est correct d'avoir de l'émotion. Bon, il y a des limites quand même, il ne faut pas perdre contrôle, mais en vieillissant, j'accepte un peu plus cette colère-là pour justement qu'elle me motive lorsque j'en ai besoin, quand les dossiers sont chauds, quand les questions sont importantes. Et donc, j'apprends à vivre avec cette colère et à l'utiliser et à la gérer, mais aussi à être plus transparente au niveau des émotions. Et c'est correct d'être fâchée. Je me souviens, à un moment donné, j'étais fâchée dans une réunion du conseil de la ville à Cornwall. Et puis, j'avais haussé le ton. Et puis, un de mes collègues a dit « Ah, Bernadette, je pense que tu as besoin de repos. » Puis je me suis dit « Wow! » Quand le gars, lui, il exprime la colère, c'est de la passion. Et quand une femme exprime la colère, c'est peut-être autre chose. Alors ça revient à la question de femmes en leadership. Et je suis encore en train de gérer tout ça, mais aussi de vouloir être plus transparente. Au micro, en réunion, si on est en colère, on peut l'exprimer. Si j'ai les larmes aux yeux, c'est pas la fin du monde. Ça fait partie de la chose politique. Oui, les stéréotypes de genre, en fait, qui ont encore à évoluer en politique spécifiquement. Oui. Alors, Bernadette, merci beaucoup pour cette conversation. On est passé par beaucoup de cheminements et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Je crois qu'aujourd'hui, ça a une résonance avec beaucoup de personnes qui nous écoutent, moi-même et plein d'autres. Alors, merci d'abord pour tout ce partage. Merci à toi, Mathilde. Tu as beaucoup de talent. Merci. C'était Des mots sur des mots. Productrice, Nathalie Nadon. Productrice au contenu, Janie René. Réalisateur, Louis-Philippe Galland. Animatrice, Mathilde Ouchengon, Faiza Abdallaoui et Nathalie Nadon. Preneur de son, Dave Poulain, Nine Studio, et Marin Stemelen. Identité visuelle, Marie Rauque. Musique originale, Janie René et Louis-Philippe Galland. Texte additionnel, Ma peau de Saramé. Musique additionnelle, Cécile Doukingué. Cette série balado est produite par DMC Productions pour le Colibri Centre des femmes francophones du comté de Simcoe et profite de l'appui financier du gouvernement de l'Ontario. Vous n'êtes pas seul. Des organismes sont là pour vous aider. Si vous nous écoutez dans la région de Simcoe, en Ontario, vous pouvez prendre un rendez-vous virtuel ou en personne avec une intervenante de Colibri Centre des femmes, notre partenaire, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, composez le 705-797-2060 ou écrivez à info@centrecolibri.ca. Si vous nous écoutez d'ailleurs en Ontario et que vous avez besoin de soutien, contactez la ligne de soutien FAMED, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-877-336-2433. En cas d'urgence, faites le 911.